Des amants discrets. Un couple franco-allemand dans l'après-guerre. 5e partie. Fête de famille. Villy, septembre 1950. Un double baptême est célébré le 3 septembre, celui de notre petit Bruno et de sa cousine Olga. Paola a voulu que le parrain de sa fille soit son frère Tobias. Celui-ci ne s'est pas fait prier et nous a fait la surprise de débarquer avec Ursula, ma cousine. Nous apprenons par la même occasion qu'ils se sont fiancés en juin. Ça, pour une surprise, c'est une sacrée surprise. Rose est la marraine d'Olga. Nous avons fait plus simple pour Bruno, car son parrain est sans surprise André, et la marraine Solange, l'amie d'Hélène. Nous avons aussi résolu le problème de sa garde, lorsque Malena reprendra le travail le 23 octobre. Madame Littmann s'est gentiment proposée, arguant de sa disponibilité et de la proximité de son domicile avec le nôtre et avec l'école. La famille Littmann habite en effet Passage Penel, à mi-chemin entre les deux, et qui plus est à proximité du square Sainte-Hélène. Notre bébé pourra au moins profiter d'un petit espace de verdure. Rien à voir avec Saint-Martin, mais ce n'est déjà pas mal. Déborah Littmann donne des cours de piano, ce qui, avec ce qui lui reste de la vente de l'appartement de Rouen, lui permet de vivre correctement. Lily et Pierre vivent toujours avec elle. Le salaire de Lily est bienvenu, d'autant que Pierre poursuit des études de droit à la Sorbonne, où je le croise régulièrement. En attendant, en ce jour de grande chaleur, c'est la fête chez les deux aînés. Mes beaux-parents ont été ravis de revoir les trois Littmann qu'ils avaient cachés en 1942 et qui se retrouvent avec beaucoup d'Allemands autour d'eux. Mais je crois qu'ils en ont pris leur parti. Le fait qu'aucun d'entre eux n'ait adhéré au national-socialisme les rassure. La bonhomie et la joie de vivre des uns et des autres fait le reste. Tobias et Karl sont certainement les plus blagueurs de l'assemblée et se chargent de rendre l'ambiance joviale. Les deux vedettes du jour, Olga, dans la robe de baptême de Zanet, et Bruno, dans celle qu'Hélène lui a réalisée, n'ont guère apprécié de recevoir de l'eau sur la tête et nous ont gratifié d'un concert de pleurs malheureusement mal synchronisé. Peut-être que Bruno manifeste aussi son mécontentement de porter une robe. Il doit se dire que, si jolie soit-elle, cette robe de baptême en piqué de coton blanc, avec un corsage agrémenté de plis plats, intercalé de galons de dentelle, et une jupe embellie par des plis religieux en bas, ornée aussi de dentelle, est plus faite pour une fille. Ma réflexion, murmurée à l'oreille de ma femme, l'a fait pouffer de rire à l'issue de la cérémonie. Malena, si jolie, a déjà retrouvé sa silhouette un mois après son accouchement. Son tailleur d'été d'un rouge profond met en valeur sa taille redevenue aussi fine qu'avant et que j'ai envie d'en serrer entre mes deux mains. Finalement, ce sont les adultes qui profitent le plus de la fête. Gabriel, qui a maintenant plus de 4 ans et demi, participe au repas sur les genoux de sa mère, à laquelle il ressemble beaucoup. Même cheveux bruns avec des reflets acajou, même nez et même bouche. Toutefois, ses yeux sont du même brun que ceux d'André. Villy, automne 1950. Désormais, nous sommes une famille et nous avons dû adopter un nouveau rythme, notamment à partir de la rentrée, le 6 octobre pour moi et fin octobre pour Hélène. Eu égard à son congé maternité. C'est elle qui dépose Bruno le matin chez Déborah et la plupart du temps, c'est moi qui le récupère en fin d'après-midi. Il nous a fallu aussi nous réhabituer à avoir un œil sur le calendrier, afin de ne pas donner trop vite un petit frère ou une petite sœur à notre bébé. Nous préférons attendre un peu, même si notre bout de chou est un bébé plutôt placide, qui n'a pas perturbé nos nuits très longtemps. J'ai été content de retrouver mes élèves de l'année précédente, auxquels s'ajoutent quelques nouveaux, éparpillés parmi ceux de première et de terminale. Évidemment, mes élèves de seconde sont tous nouveaux, et ils découvrent ma méthode, qui ne met pas uniquement l'accent sur la connaissance formelle de la langue. Je ne me contente pas d'exposer les règles de grammaire et de soumettre aux élèves des exercices pour les pratiquer, ou du thème et de la version qui font partie des activités obligatoires, car elles sont utilisées pour les épreuves de baccalauréat. Cette méthode classique, bien que rigide, offre néanmoins une compréhension solide de la structure linguistique, ce qui est bénéfique pour ceux qui aiment les détails techniques d'une langue. Mais ma manière d'enseigner la langue vise aussi à en faire un outil de communication. Je ne tiens pas à appliquer la didactique des langues mortes comme le grec ancien et le latin, et si j'utilise un peu la méthode audio-orale engendrée par les travaux théoriques des behavioristes
et basé sur la répétition et l'imitation afin de favoriser les automatismes, ce n'est qu'un outil parmi les autres. J'ai aussi recours à des apprentissages implicites dans des contextes authentiques, et non pas à un apprentissage explicite dans un contexte artificiel. Je me base donc sur des situations réelles que mes élèves peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, et les activités de classe sont conçues pour encourager la conversation et l'interaction. J'utilise également la réalisation de certaines tâches en mettant l'accent sur l'utilisation de l'allemand comme un moyen pour, par exemple, planifier un voyage, mener une entrevue ou écrire des courriers, et ce, afin de rendre l'apprentissage de la langue plus pertinent et applicable dans la vie quotidienne. L'idéal est à mon avis l'immersion dans un contexte réel, et c'est pour cela que je me bats pour des séjours linguistiques en Allemagne et pour des échanges culturels, comme les foyers scolaires franco-allemands expérimentés dans l'entre-deux-guerres. Un peu déboussolés au départ, mes nouveaux élèves s'y sont vite habitués. En parallèle, je continue à assister à quelques cours à la Sorbonne et à me préparer pour les épreuves orales de la licence, puisque mes résultats à l'écrit me le permettent largement. J'ai bien entendu ajouté une seconde langue dès la rentrée précédente, à savoir l'anglais, une langue que j'ai moins pratiquée mais que je maîtrise assez bien. Ce sont d'ailleurs aux cours d'anglais que j'assiste régulièrement. Je n'oublie pas que j'aurai à présenter devant un jury de 3 professeurs chargés de cours ou de maîtres de conférences et éventuellement d'autres membres de la faculté, à peu près le même type d'épreuve que pour l'agrégation. Explication et commentaires littéraires et grammaticales d'un texte de littérature allemande, interrogation sur l'histoire littéraire à propos des ouvrages inscrits au programme, explication d'un texte de littérature française moderne, traduction d'un texte facile écrit en anglais, interrogation sur l'histoire allemande. Hélène m'est toujours d'une grande aide en assurant la majeure partie des tâches ménagères, même si je tiens à y participer, en particulier en m'occupant de Bruno, afin que je puisse travailler, en vue de ma licence et de la préparation de mes cours auprès de mes élèves. Bref, nous avons pris notre rythme de croisière. Toutefois, je tiens à ce que nous ayons des moments rien qu'à nous, régulièrement, ne serait-ce que pour aller au cinéma ou au restaurant, ce qui nous a rendu possible grâce à Déborah. Mais ma femme n'est pas qu'un soutien au niveau logistique, elle est aussi de bons conseils. Grande lectrice, elle s'intéresse en particulier à la pédagogie et à la didactique, et s'est passionnée pour les œuvres sur la pédagogie publiées par Henri Marion, Ferdinand Buisson et surtout Émile Durkheim, avec l'évolution pédagogique en France. Elle me fait connaître par exemple les carnets secrets de Jean Zay, qui sont des notes prises par leur auteur alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Pour Jean Zay, m'explique-t-elle alors, l'enseignement des langues vivantes doit fournir aux élèves non seulement une méthode d'acquisition, mais des connaissances positives, dont à quelque moment que s'achèvent leurs études, ils puissent tirer parti, soit pour des besoins pratiques, voyages, travaux à l'étranger, relations d'affaires, correspondance, soit pour des études et pour toute documentation scientifique ou technique. C'est justement ce que je vise pour mes élèves et pas seulement obtenir une bonne note en allemand au baccalauréat. Je crois qu'il t'aurait plu, poursuit-elle. C'est lui qui, pendant le peu de temps qu'il a été ministre, a mené l'ouverture de l'accès à l'université au plus grand nombre. Il avait aussi travaillé avec Léo Lagrange pour développer le sport, les activités physiques et manuelles, et à partir de 1937, il a fait sortir les élèves au musée, au théâtre. Il a créé également les classes vertes et les classes à la mer. Peut-être qu'un jour il y aura aussi des classes à la neige, va savoir. Il a fait également passer l'âge de la scolarité obligatoire de 13 à 14 ans, et un maximum de 35 élèves par classe. C'est elle aussi qui m'a rappelé que Comenius avait rassemblé dans un petit ouvrage intitulé Janua Linguarum Reserata en 1000 phrases tous les mots usuels de manière à donner à la fois en un temps très court la connaissance des mots et celle des choses. Il avait même complété cet ouvrage avec divers livres, tels Orbis Sensualium Pictus, Grammatica Janualis, Lexicon Januale, des recueils où tous les radicaux sont réunis en phrases suivies. Une vraie mine d'or que j'avais complètement oubliée. Willy, fin décembre 1950. Cette année, nous allons passer le jour de l'an en Bavière, pour la bonne et simple raison que les 2 fils Schuster ont décidé de se marier le même jour, le 30 décembre. Tobias épouse Ursula,
et Léo qu'on vole enfin avec Sonia, qui est enceinte d'un second enfant. C'est donc une véritable expédition, puisque moi et Hélène partons avec André et Paola en voiture, et ce avec 2 bébés et un garçonnet de presque 5 ans. Heureusement, André a changé la Viva 4 pour une Peugeot 203 familiale 6 places. Nous passons donc le réveillon et le jour de Noël à Saint-Martin, et nous partons le 26 décembre de bonne heure, alors qu'il fait encore nuit. Il fait froid, mais les températures sont positives, quand nous prenons la direction de Reims, puis Nancy et Colmar, où nous avons préféré faire halte pour une nuit réparatrice. Conduire avec le soleil en pleine face toute la matinée est plutôt pénible, et faire une longue route avec des tout-petits est loin d'être une sinécure. Nous nous sommes arrêtés régulièrement pour nous dégourdir les jambes, pour les besoins naturels, les repas, l'échange des bébés. Une nuit à Colmar nous permettra au moins de repartir frais et dispos pour le reste du trajet, dont une bonne partie sera en montagne. L'hôtel Saint-Martin où nous nous arrêtons est situé dans la Grande Rue, au centre de la ville, resté intact malgré les combats qui ont eu lieu en 1945 pour la conquérir. Et c'est heureux, car elle a conservé ses bâtiments historiques, ses maisons à colombages, ses façades et ses devantures richement décorées, d'autant plus que nous y débarquons à la période de Noël. Une courte balade en allant dîner dans un restaurant proche de notre hôtel permet d'en avoir un bon aperçu en circulant dans ces ruelles pittoresques. À la recherche d'un parc où Gabriel pourrait galoper après ses heures passées en voiture, nous nous dirigeons vers le parc Saint-Amand, que nous a indiqué le propriétaire de l'hôtel. Au passage, dans la rue des Marchands, nous restons en admiration devant une maison dont le style architectural combine des éléments gothiques du Moyen-Âge et des éléments de la Renaissance, avec un oriel d'angle à 2 étages, une galerie en bois, une tourelle octogonale et de splendides peintures murales. Une autre, juste en face de la cathédrale, attire tout autant notre regard, car ses fenêtres gothiques semblent rappeler les baies de l'édifice religieux. En continuant de progresser vers le parc, pas très loin d'une église conventuelle, nous tombons de nouveau en arrêt devant une autre maison décorée d'un magnifique oriel de 3 étages et de nombreux masques, dont certains font de belles grimaces, ce qui amuse beaucoup Gabriel. Le parc est tout proche et notre neveu peut se dépenser avant le dîner. Toutefois, le jour décline vite à cette saison et nous nous redirigeons vers notre hôtel. Nos pas nous amènent au quai de la Poissonnerie dans le quartier de la Petite Venise, avec son alignement de maisons à colombages de toutes les couleurs, son petit pont de pierre qui enjambe le canal, puis le marché couvert et la rue des Tanneurs. Notre promenade dans les vieilles rues illuminées et en plein milieu des échoppes du marché de Noël qui ont émerveillé Gabriel, André et Malena nous ramène à côté de l'ancienne douane près de notre hôtel. Nous nous posons pour dîner dans une brasserie avant de retrouver nos chambres. Le lendemain matin, après un bon petit déjeuner, nous reprenons la route en direction de Neuf-Brisach, dont nous ne voyons que les remparts, pour traverser la frontière matérialisée par le Rhin. Freiburg, juste au pied des montagnes de la Forêt-Noire, n'est qu'à 50 kilomètres de Colmar. Hélène découvre un peu plus mon pays, et ce qu'elle voit l'enchante. « Ton pays est vraiment magnifique », s'exclame-t-elle. « J'ai beaucoup aimé la campagne et la montagne près de Francfort, et encore plus la Bavière ensuite. Mais ici aussi c'est très beau. »« Et tu n'as pas encore tout vu ? Nous pourrons toujours y revenir en été. Il y a un microclimat dans la région de Freiburg, et la ville vaut le déplacement. Mais d'ici peu, nous allons arriver en vue du lac de Constance, que nous appelons ici le Bodensee. » Et en effet, vers 11 heures, nous avons passé Überlingen, et nous longeons le lac pendant une bonne heure. Dans sa partie supérieure, le lac est partagé entre 3 pays, la Suisse, l'Autriche, et sur la rive où nous sommes, l'Allemagne, annonçai-je pour Hélène, vers laquelle je me retourne. Le climat y est aussi très doux. D'ailleurs, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de vignobles. Évidemment, vu la présence du lac, il y a fréquemment du brouillard en période hivernale, et une chaleur humide en été. Aujourd'hui, nous avons de la chance. Le temps est clair. La voiture parcourt en 1 heure la distance entre l'extrémité nord du lac et Lindau. Les bébés sont sages comme des images, mais si l'un des deux se réveille, automatiquement l'autre suit. Ceci dit, cela a un aspect pratique puisque les tétés et l'échange des 2 bébés sont ainsi synchronisés. Gabriel, en revanche, commence à trouver le temps long. Nous avons fait une pause juste après Überlingen pour qu'il puisse un peu courir au bord du lac, où son père a tenté de lui apprendre à faire des ricochets.
D'ici à peine 5 minutes, nous serons en Bavière, dis-je, alors que nous traversons Kressbronn am Bodensee. Il est bientôt midi, déclare André. Nous pouvons peut-être déjeuner à Lindau. Après le repas, c'est toi qui reprendras le volant, Willy. Pas de problème, si tout le monde est d'accord. Aucune voix ne s'étant élevée contre, nous faisons halte à Lindau, au bord du lac, dans une petite auberge. Après cette pause bienvenue, je prends la place du chauffeur et la direction de l'Allgäu via Lindelberg, Oberstaufen, avant de longer le Grosser Alpsee. Au loin, les montagnes se détachent dans un ciel dégagé. À Buhl am Alpsee, nous faisons une nouvelle pause au bord du lac, et à partir de là, nous obliquons vers le sud, passant au large du Kleiner Alpsee. Je dois rouler prudemment car la route est enneigée. Heureusement, il n'y a qu'une vingtaine de kilomètres. Nous arrivons enfin, juste avant l'heure du goûter pour Gabrielle, qui retrouve sa cousine Christina. Si Gabrielle vient d'avoir une petite sœur, la petite Christina va elle aussi avoir une petite sœur ou un petit frère d'ici quelques semaines, car Sonia est enceinte de 6 mois déjà. Monsieur et madame Schuster se sont arrangés avec leurs voisins et amis pour héberger mon oncle Helmut, ma tante Frida et mon cousin Hermann, qui doivent arriver le vendredi, et vont découvrir à l'occasion du mariage ce village le plus méridional d'Allemagne, niché dans sa vallée entre le Nebelhorn et le Feldhorn, où Ursula a choisi de vivre désormais avec Tobias. Nous retrouvons l'ambiance que nous avions connue il y a 3 ans. Il ne manque que Karl, mais l'exploitation a besoin de lui lorsqu'André s'absente. Mon beau-père se repose sur lui, en qui il a entière confiance. Pour Armand des années, André et Karl sont l'avenir de sa ferme familiale. Willy, 29 décembre 1950. Nous avons profité de 3 demi-journées de ski, pendant qu'Amelia Schuster et Sonia s'occupaient des petits. Malena a dû s'y remettre, mais n'a pas mis longtemps à retrouver les bons réflexes. Quand nous ne donnons pas un coup de main à la ferme et que nous ne skions pas, je m'échappe avec Hélène pour de longues promenades dans la vallée enneigée, sous le ciel d'hiver d'un bleu profond, entouré des montagnes majestueuses. Ce sont des moments idylliques, lors desquels nous profitons de cette tranquillité unique que l'on trouve lorsque la neige molle avale presque tous les sons. La veille du mariage, mon oncle, ma tante et mon cousin sont arrivés pile pour le Polterabend, une tradition que découvrent Hélène et son frère. L'idée est de chasser les mauvais esprits en cassant de la vaisselle pour faire du bruit. Évidemment, nous n'amenons que de la vieille vaisselle, leur expliquai-je. Ensuite, les futurs mariés doivent ramasser les morceaux ensemble. Bonne idée pour habituer les maris à partager les tâches ménagères, s'exclame Malena. Et les 2 troncs d'arbres qui ont été amenés, c'est pour faire du feu dans la cheminée, demande André. Ils y finiront certainement, mais c'est surtout une autre tradition de mariage. Demain, chaque couple devra scier ensemble son tronc pour montrer qu'ils sont capables de faire face ensemble. Ça s'appelle le Baumstammsägen. Le chalet des Schuster est envahi par d'anciens camarades de Tobias et de Léo, pour la plupart des amis d'enfance, avec lesquels ils ont usé leurs culottes sur les bancs de l'école ou dévalé les pistes de ski. Au milieu de toute cette jeunesse, les Neumann, venus de Friedrichsdorf, font la connaissance de la famille Schuster. Même si la famille de mon oncle est plutôt issue d'un milieu d'intellectuels, ils ont toujours eu des manières simples, et ils sympathisent rapidement avec Martin et Amelia. Toutes les personnes réunies trinquent au bonheur des futurs mariés, en dégustant les plats préparés par Amelia et ses belles-filles. Hermann, quant à lui, se retrouve embrigadé, tout comme moi et Hélène, par les amis des 2 futurs mariés, dont certains ne se gênent pas pour jeter un regard appréciateur sur ma ravissante femme. Il est vrai que dans sa robe vert foncé au corsage ajusté, fermée par un nœud papillon sophistiqué, et à la jupe ample à carreaux ceinturés, elle est à croquer. Mais elle est à moi, rien qu'à moi. Mon cousin a déjà un sujet de conversation tout trouvé avec Léo, puisque tous 2 ont été prisonniers en Grande-Bretagne. Séjour qui a eu un impact décisif sur l'avenir de mon cousin, puisqu'il a créé son entreprise de construction et de rénovation de maisons. Et avec les dégâts dans toute l'Allemagne, il va avoir du travail pour un bon moment, car après les réparations de fortune qui ont suivi l'immédiate après-guerre, la reconstruction est soigneusement planifiée depuis la loi du 24 avril du gouvernement fédéral sur la construction d'habitations. Et en dehors du travail,
Tu as un peu de loisir, manquai-je. Willy, tu sais très bien que, comme toi, je suis un peu un rat de bibliothèque. Nous ne sommes pas d'une famille d'enseignants pour rien. Mais je vais au cinéma de temps en temps. Pas de petite amie? Pour l'instant, rien de sérieux, mais je ne désespère pas. J'ai bien rencontré une jeune femme dans le cadre de mon travail, mais elle est très réservée. Tu es tombé sous le charme de ta secrétaire? Questionnai-je avec un sourire. Pas loin. Elle se charge surtout de comptabilité. Je l'ai recrutée il y a 3 mois, et je dois dire qu'elle fait du bon boulot. Elle poursuit des études de droit en parallèle. En fait, je ne sais pas comment lui dire qu'elle me plaît sans l'effrayer. Hélène sourit quand elle entend mon cousin confier sa gêne et ses hésitations, et lui demande d'emblée comment se comporte son employé lorsqu'il arrive le matin ou lui confie une tâche. Or, la jeune fille en question semble selon lui plutôt timide et devient rouge comme une pivoine quand il s'adresse à elle. Généralement, lui confie Hélène, on rougit lorsqu'une personne nous met mal à l'aise ou au contraire, si cette personne nous plaît. Hermann déclare ne pas avoir l'impression de la mettre dans l'embarras, mais son employé semble rougir lorsqu'il lui fait des compliments sur son travail. Depuis qu'elle a commencé à travailler pour toi, est-ce qu'elle a changé quelque chose dans son attitude, sa façon de s'habiller, de se coiffer? Lorsqu'elle s'est présentée pour le travail, Erna était habillée sobrement, avec une élégance discrète, jupe droite et twinset comme toutes les jeunes filles en ce moment, ses cheveux attachés en queue de cheval. Et depuis, je l'ai toujours vue dans ce genre de tenue, même si dernièrement elle a fait couper ses cheveux, qui lui arrivent maintenant aux épaules. Son parfum est toujours le même. Selon Hélène, il n'y a pas de recette pour séduire une femme. Mais il y a des choses qui peuvent aider, comme la faire rire. Mais pour cela, il faut en savoir plus sur elle. Ce qui signifie aussi se dévoiler, afin d'avoir des sujets de conversation et ainsi mieux se connaître. Pose-lui des questions sur elle sans être trop intrusif, par exemple sur ses goûts littéraires ou pourquoi avoir choisi des études de droit. Et surtout, sois toi-même, conclut-elle, pas uniquement le patron. Je n'imaginais pas mon cousin aussi intimidé par une jeune femme. L'avenir nous dira si les conseils de Malena lui auront servi. Willy, 30 décembre 1950. Aujourd'hui, 30 décembre, c'est le mariage des 2 frères de Paula, et tout le monde est en train de se préparer pour la cérémonie, uniquement civile, car Ursula et Sonia sont protestantes. Si Tobias et Léo doivent attendre pour voir leur compagne, moi j'ai le privilège de voir Malena s'habiller. Toutefois, je préfère rejoindre les mariés avec Bruno, car si je reste auprès d'elle, je ne vais pas pouvoir résister à la tentation et nous risquerions d'arriver en retard à l'hôtel de ville. Impensable, puisqu'Hélène est le témoin de Sonia. Je reste éblouie lorsqu'elle apparaît dans une robe bleu marine avec un bustier décolleté en forme de cœur devant, fermé par un large ruban noué, laissant le haut de son dos dénudé, et une jupe évasée avec des plis amples descendant jusqu'au mollet. Le décolleté met en valeur sa poitrine, ses épaules, et les dormeuses en topaze bleu, ainsi que le collier en argent avec la même pierre, sublime son allure. La taille cintrée met en valeur la minceur de sa taille, qui, je suis bien placée pour le savoir, ne doit rien aux gaines que portent la plupart des femmes, et qu'elle ne porte sous sa robe qu'un soutien-gorge, une culotte et un porte-jartel pour soutenir ses bas nylons. Toutefois, je crains qu'elle ait froid avec juste des bas nylons, d'autant qu'elle n'est chaussée que de fines chaussures à talons. Mais à son sourire, je vois qu'elle cache quelque chose dans son dos. Ne fais pas cette tête, mon amour. J'ai prévu ce qu'il fallait pour avoir chaud. Et elle me révèle une paire de bottines fourrées, couleur caramel, comme ses yeux, et un cardigan. Avec ça et mon manteau, je vais tenir le coup, ajoute-t-elle en riant. Mais avant de sortir, il faut que j'en mitouffe Bruno. J'enfile moi-même mon pardessus sur mon costume marine et je récupère mon fils bien emballé dans son nid d'ange et une couverture bien chaude. Hélène enfile ses bottines fourrées, une toque en feutre, ses gants et son manteau bleu marine avec un col et le bout des manches en fourrure noire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes parfaitement assortis. Nous suivons le cortège qui se dirige à pied vers le Rathaus, sur la place du marché, juste en face de l'église. Amélia a fort à faire, car elle emmène ses 2 fils devant le bourgmestre.
Beaucoup de gens nous saluent au passage, car les Schuster sont bien connus dans le village. Arrivé devant l'édifice municipal avec sa façade ornée d'une fresque peinte dans les tons pastels, nous entrons pour attendre les vedettes du jour. D'abord Tobias et Léo, encadrant leur mère Amelia, qui les laisse devant le bourgmestre. Il ne reste plus que les deux mariés. La première à entrer est Ursula, au bras de mon oncle Helmut. Ma cousine est radieuse dans sa robe en satin, dont le corsage à manches longues, recouvert de dentelle, travaillé et ceinturé d'un ruban avec un nœud papillon à la taille, et réchauffé par une étole de fourrure. Sur sa tête, un béguin retient son voile. En outre, un manchon lui protège les mains. Je fais un clin d'œil à Tobias, qui est resté bouche bée devant sa promise. Puis, c'est au tour de Sonia de faire son entrée, et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa tenue ne passe pas inaperçue. Léo, dans son costume marine comme moi, n'est qu'à moitié surpris, car je crois qu'il s'attendait à ce qu'elle respecte les coutumes samis. En effet, Sonia porte une tunique longue traditionnelle, le gakti, de couleur rouge, couleur du feu, portée par la femme sami, avec un plastron, avec une application bleue et un bijou en argent. Dans la tunique resserrée à la taille par une ceinture en cuir de renne, les poignets et la fente d'ouverture sont ornés sur leurs bords d'une bande bleue assez large et d'une autre plus étroite, jaune, les deux étant séparés par une bande de drap rouge, comme le reste de la tunique, dont le col droit est orné de losanges jaunes. L'ordonnance des couleurs dans le bas de la tunique, comme sur les épaules, est identique à celle des poignets. Sous la tunique, Sonia porte un collant de lainage coloré. Quant aux chaussures, appelées scalers, elles sont confectionnées en peau de renne avec la pointe relevée. Elles sont décorées de 3 bandes tissées enroulées autour de leur haute tige. Ces bandes de couleurs unies, rouge, bleu et jaune, sont assemblées bout à bout et prolongées par des tresses et des pompons, où les couleurs restent séparées. La coiffe, conique, que Sonia porte sur sa tête, est également rouge avec des applications bleues et 2 longs rubans rouges de chaque côté. Le costume de femme mariée se distingue de celui des jeunes filles par la présence d'un col droit dans la tunique, me souffle Hélène à l'oreille. La couleur de la tunique et des bandes décoratives, tout comme leur ordonnancement, ont aussi leur importance pour désigner une jeune fille, une femme mariée ou une veuve. Christina est vêtue d'une tunique qui rappelle aussi celle de sa mère. Son chapeau, un peu différent de celui de Sonia, se nomme Yorbat, ou chapeau aux grandes oreilles, comme le précise ma jolie femme. Les deux mariés portent des bouquets semblables, remis par leurs époux, composés de roses rouges et de roses blanches, avec des pommes de pin et des branches de sapin et de houx, sans oublier la traditionnelle branche de myrte des mariages allemands. En tout cas, Sonia a un avantage sur Ursula, murmurai-je à l'oreille d'Hélène. Pourquoi? Parce que la coutume veut que le jour de la cérémonie, les mariées allemandes cachent une pièce de monnaie dans la chaussure, la Brautschuh, pour apporter aussi chance et prospérité. Grâce à ses chaussures fourrées en peau de renne, Sonia doit moins la sentir qu'Ursula. Nous devons nous retenir de rire pour ne pas trop attirer l'attention sur nous. Bruno dort tranquillement au creux de mon bras gauche, pendant que les doigts de ma main droite sont entrelacés avec ceux d'Hélène, alors que nous assistons émus au double échange de consentement et à l'échange des alliances que nos mariés se glissent à la main droite. Toutefois, nous devons nous détacher lorsque les témoins sont priés de s'avancer pour signer le registre d'état civil. Lorsque nous quittons la salle des mariages pour assister à la sortie des 2 couples de mariés, il y a énormément de monde. Il faut croire qu'une bonne partie du village est là, y compris quelques touristes venus profiter des joies de la neige. Beaucoup sont surpris lorsqu'ils voient apparaître les 2 mariées si différentes l'une de l'autre, et les commentaires vont bon train, interrogatifs en général sur la tenue de Sonia. Certains habitants d'Oberstdorf se chargent de renseigner les curieux sur les origines de cette curieuse mariée. Le cortège se rend ensuite dans la grande auberge où doit se dérouler la réception. Une partie du village nous suit, car devant le lieu de réception a lieu le Baumstammsegen. Je soupçonne les 2 frères de s'être entraînés avec leurs compagnes, mais les 2 couples finissent dans le même temps. Habituellement, le jour du mariage, les mariés doivent aussi planter un rosier ou un arbre, annonçai-je à Malena, qui a pris mon relais pour porter Bruno. Mais à cette saison, en montagne, impossible.
Nous entrons enfin au chaud dans l'auberge, où nous allons pouvoir coucher notre fils et sa cousine Olga dans le petit lit qui est prévu pour eux. Mais avant, les deux bébés ont besoin de leur biberon. Heureusement, les deux petits anges ne boudent pas leur repas liquide qui est vite avalé et une fois changés, ils s'endorment en peu de temps. Paola et Hélène peuvent enfin rejoindre tous les invités pour le Café und Kuchen, la version nationale du thé de l'après-midi avec café et petits ou gros gâteaux, dont les fameux Apfelstrudel, Dampfnudeln ou bien Germknödeln. Et certains préfèrent le Glühwein au café. Puis les mariés ont dû chercher leurs femmes, qui, selon la tradition du Brautenführung, avaient disparu avec leurs témoins, en l'occurrence ma femme et Hermann. Les deux épouses ont été soi-disant enlevées par des amis des mariés. Les deux frères sont partis à leur recherche avec leurs témoins, Paola et un ami de Léo. J'ai dû me faire expliquer cette tradition que je n'avais jamais vue appliquée en Hesse ou en Thuringe. Cette coutume, plutôt en usage dans le sud de l'Allemagne, en Autriche et en Suisse, remonte au début du Moyen Âge, époque où on appliquait la prétendue Jus primae noctis, ou droit de la première nuit, dans le contexte du servage, selon lequel le seigneur du coin avait le privilège de déflorer une épouse paysanne lors de la nuit de noces. Les mariés vont généralement dans une auberge, un restaurant ou un bar, où elles boivent quelques verres avec leurs témoins et leurs kidnappeurs jusqu'à ce que leurs époux les retrouvent. Elles peuvent aussi aller d'un établissement à un autre, et ce, sans payer. Bien évidemment, plus les maris sont longs à les trouver, plus elles risquent de boire de verres que devront payer leurs nouveaux maris. Pour acheter la liberté d'une mariée soi-disant kidnappée, il arrive aussi que le marié doive faire face à diverses tâches pour récupérer sa femme, par exemple exaucer 3 souhaits de la mariée ou trouver la solution d'énigmes. Je croise les doigts pour que Tobias et Léo retrouvent leur femme vite, car Malena ne tient pas l'alcool. Heureusement, non seulement ils les ont vite retrouvés, car le groupe ne s'était arrêté que dans un seul établissement, mais en outre, ils n'avaient pas eu de souhait à exaucer. Ils avaient juste dû payer les consommations, au demeurant limitées, après avoir chanté Gstanzl en duo. À leur retour, la musique d'un orchestre bavarois se fait entendre, permettant d'apprécier tranquillement la fin d'après-midi accompagnée d'un verre de vin blanc ou d'une bonne bière. Le dîner débute vers 18h30, ce qui n'étonne pas ma charmante épouse que j'ai prévenue de cette autre particularité par rapport à la France. Dîner qui commence toujours par la Hochzeitssuppe, la soupe de mariage, composée de plusieurs légumes divers, de nouilles et de petites boulettes de viande, ou Fleischlöschen, et de l'Eierstich. Cette entrée est suivie d'un filet de cendre avec des pommes de terre, de porc rôti avec des knödel et une salade de choux. En dessert sont servis du gâteau forêt noir ou du Prinzregentorte. Le banquet est l'occasion de porter de nombreux toasts pour féliciter les mariés qui à leur tour prennent la parole pour remercier leurs invités et pour les nombreux cadeaux reçus. Certains amis de Tobias et Léo ont mis en scène des sketchs parlés ou chantés pour se moquer avec légèreté des mariés. Après le repas, a lieu l'ouverture de bal avec les mariés sur une valse viennoise. Les mariés ont ensuite dansé chacune leur tour avec leur beau-père, pendant que les mariés dansaient l'un avec Frida, l'autre avec Amelia. Puis tout le monde s'y est mis sur de la musique bavaroise, mais aussi française et américaine. Ursula, Paola et Hélène se démarquent beaucoup par leur aisance sur tout type de danse. Elles sont très sollicitées, et je dois m'imposer pour récupérer ma cavalière favorite. À minuit, Ursula s'est vue subtiliser son voile, qui s'est retrouvé déchiré en morceaux selon la tradition, pour être ensuite distribué aux femmes, symbolisant ainsi la bénédiction des mariés. Et dire que nous recommençons à faire la fête le lendemain pour fêter le passage à 1951.